associatif le mois prochain. Vous aurez l'adresse et le lieu ainsi que les horaires. Je suis en train de les négocier avec une association. S'il y a d'autres associations qui veulent m'accueillir pour une permanence, je suis preneuse. En banlieue parisienne plutôt, parce que la première est déjà sur Paris. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux par rapport au peu de temps dont on dispose ici. Sur la question économique et sociale, aujourd'hui il y a une loi de finances qui va être déposée, qu'on n'a toujours pas officiellement, qui n'aborde pas les problématiques sur le fond. On est encore sur quelque chose on propose du colmatage. Effectivement, il y a l'augmentation du carburant qui est proposée, mais il y a d'autres. Il y a aussi une amnistie fiscale par rapport à ceux qui n'ont pas été bons citoyens et qui n'ont pas payé leurs impôts. Il y a des choses de cet ordre-là qui ressortent. Mais ce qui est inquiétant, c'est que tous les mois, on perd 35 000 emplois. 35 000 emplois, on ne parle pas de comment maintenir les emplois, parce qu'il ne s'agit pas d'en créer seulement, il s'agit d'en maintenir. On n'aborde pas la question sur le fond, on n'engage pas. Nous, on a proposé une réforme fiscale qui est à mettre en place maintenant et qui aura des répercussions à partir de 2013-2014. Si on n'engage pas les réformes maintenant sur le fond, on va se retrouver avec un 2012 plus catastrophique que 2011 et on n'aura rien fait pour amortir le choc sur 2013. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on est toujours sur une vision à très très court terme et qu'il y ait une reconduction des mêmes types de pratiques, parce que les amnisties fiscales, Ben Ali l'a fait X fois. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des réponses aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un problème sur le front, sur la répartition de la fiscalité en Tunisie, qui repose exclusivement sur une classe moyenne salariée et qui continue, elle, à devoir payer la facture. C'est-à-dire qu'on ne va toujours pas vers de l'égalité fiscale ou vers une espèce de répartition de l'effort collectif entre ceux qui ont le plus et ceux qui en ont le moins. Et on ne réfléchit pas du tout sur une taxation des transactions immobilières où vous avez des immeubles qui continuent à se monter en Tunisie à tour de bras sans qu'il y ait réellement une réflexion, parce que ça ne crée pas réellement d'emploi. Il n'y a pas de plus-value. Une fois qu'on a monté l'immeuble, après c'est fini. À part l'entreprise de bâtiment qui l'a construit, il n'y a pas de plus-value derrière. Donc au lieu d'encourager d'autres types d'investissements où il y a une plus-value réelle, parce qu'il y a de la création d'emplois derrière, on reproduit les mêmes types de recettes et c'est bien dommageable. Les taxations bancaires non plus ne sont pas. Les banques continuent à faire des bénéfices malgré tout ce qu'on dit. Un des secteurs qui a gagné plus d'argent l'année dernière, c'est le secteur de l'assurance. Il est complètement épargné par cette réforme, par cette loi de finances complémentaire. Dans beaucoup de choses qui sont de l'ordre du copier-coller, de la reproduction d'anciennes recettes, et rien de révolutionnaire et qui correspond à une attente aujourd'hui. J'ai fait le tour, donc voilà, je laisse. On va écouter Mahmoud Abba et ensuite Saleh. Moi, je vais proposer qu'elle parle en dernier parce que sinon, elle dit tout, il n'y a plus rien à dire. Rebondissez, allez-y, vous écoutez. D'accord. Moi, je vais commencer. Elle adore parler en dernier, elle me l'a demandé à chaque fois. Oui. Je vais commencer par la cherté de vie en Tunisie qu'on a vu depuis le début de la révolution qui continue. Malheureusement, après la révolution, heureusement, après la révolution tunisienne, il y a eu la révolution et la guerre civile en Libye qui a permis l'effort. Et il y a eu un mouvement, malgré que le secteur agricole a vu une expansion ou un accroissement incroyable en Tunisie, on a vu plein de contrebandes de fruits, des légumes vers la Libye, parce que les ports libyens ont été fermés pendant très longtemps. Et cette contrebande a fait que sur le marché tunisien, il ne restait pas beaucoup pour la consommation locale. Une des propositions qu'on a faites au gouvernement, c'est de contrôler un peu plus les frontières. Mais ça vient avec tout le problème sécuritaire qu'on a depuis le 14 janvier 2010. Et ça continue. La sécurité en Tunisie n'est pas encore garantie. Cette sécurité, elle a des répercussions sur l'économie, répercussions sur le tourisme, et doit au plus vite, je crois que c'est la première priorité du gouvernement aujourd'hui, contrôler les frontières, arrêter ce flux de marchandises avec du cash vers les agriculteurs et qui laissent le marché très demandeur en Tunisie, et donc les prix vont flamber, et revoir tout le système. Ça, c'est une priorité. Pour le prix du pétrole,
Le prix du pétrole, malheureusement, moi j'ai vu la première loi de finances où ils ont pris comme index de pétrole $100. $100 a été touché une seule fois en octobre 2010. Il n'a jamais été à $100. Je ne comprends pas pourquoi l'administration tunisienne a pris comme référence un prix qu'on n'a pas vu depuis depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et le prix du pétrole est arrivé à $150 à certains moments. Maintenant, on est aux alentours de 127, 128 $, et la tendance, elle est haussière. Donc, ma proposition pour la loi de finances prochaine, c'est que le Tunisien, il dit toujours, quand ça monte, on augmente le prix. Mais on ne me donne rien quand ça redescend. Et ils ont raison, parce que les politiques successives sur le pétrole, parce qu'il y a une compensation sur le prix du pétrole en Tunisie, quand le prix baisse, le prix de pétrole baisse, la compensation diminue et le prix reste là, figé au prix de la montée. Donc moi, ma proposition serait de nous dire sur quel index le prix de pétrole ils vont calculer leur prix, et après, toutes les semaines, répercuter la hausse ou la baisse du prix de pétrole international sur le prix à la vente. Comme ça, la compensation, comme ça, on ne profite pas des baisses du pétrole, et la compensation reste figée au prix ou à la valeur. Je crois qu'elle est aujourd'hui de l'ordre de 3 milliards de dinars de compensation économiquement. La Banque centrale, aujourd'hui, on est à 103 jours de réserve. Ce qui fait qu'on ne peut pas, avec 103 jours de réserve, on ne peut pas créer, on ne peut pas investir, on ne peut rien faire. On a peur de sortir chaque dinar, on a peur de le sortir. On ne peut pas créer des jobs fictifs pour donner de l'argent aux gens parce qu'il n'y a pas ça. Pour les aides internationales, on a entendu le Qatar, je ne sais pas qui, les aides, rien. Rien n'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Le Qatar, il y avait un accord avec Ben Ali pour donner $1 demi-milliard à un taux de 2,5. Aujourd'hui, il négocie Libor plus 2,5 et aux alentours de 3,5. Donc, économiquement, c'est très difficile. Personne n'est en train d'aider la Tunisie. Le seul truc qui sort aujourd'hui économiquement la Tunisie, c'est son taux de dette qui est bas par rapport aux autres pays. Donc il y a un espace pour faire des dettes dans cette année charnière de révolution. Et il ne faut pas avoir peur, pour une année de révolution, il ne faut pas avoir peur du déficit budgétaire. On aura un déficit budgétaire qui sera de 8%, peut-être 10%. Il ne faut pas avoir peur d'augmenter la dette, parce qu'il y a de l'espace. Pour passer à un autre sujet, pour le dialogue avec les Tunisiens en France, nous, au TDP Île-de-France, il y en a des représentants ici, on a créé une plateforme participative où tous les adhérents des Tunisiens peuvent donner des demandes et des idées. Ces idées-là sont transmises à notre groupe parlementaire et ils sont discutés un par un et ils sont vus comme ça. C'est participer, tous nos adhérents, tous les Tunisiens. Voilà, merci. Voilà, on va écouter Céline, ensuite on fera une pause. Merci. Donc je vais commencer par ce dernier thème, le lien entre les élus de l'étranger et les citoyens résidant à l'étranger. Effectivement, comme vous voyez, si on est là aujourd'hui avec vous, c'est qu'on a bénéficié à l'Assemblée nationale, on a obtenu, arraché, je dirais même, la possibilité d'avoir une semaine par mois où l'Assemblée constituante ne tiendrait pas ni de séance ni de commission. Alors ça, cette idée, on l'a avancée en commission, je l'ai personnellement avancée dans la commission du règlement intérieur dont j'étais membre, et elle a été adoptée à la quasi-unanimité de l'ANC. Au début, ce n'était pas évident, et c'est toujours pas compris dans l'opinion publique, où on vous dit, bon, vous vous reposez pendant une semaine, vous n'êtes pas là, alors qu'il y a des choses importantes qui se passent en Tunisie. Bon, au fur et à mesure qu'on explique, on dit pourquoi on doit faire ça, les députés reviennent dans leur circonscription, et ils prennent le pouls de leur circonscription, ils voient la situation de leurs propres yeux, ils entendent les citoyens. Nous, c'est un peu spécial puisqu'on sort de Tunisie, mais c'est tout aussi important pour nous.
Et c'est justement parce qu'on s'est battu sur ce point-là qu'on a réussi à obtenir cette semaine qui nous permet d'être avec vous une fois par mois. Pour le reste du temps, c'est vrai qu'on est très près à Tunis, donc on a une obligation de présence et on ne peut pas déserter aujourd'hui si on veut que la Constitution soit à l'image de la Tunisie qu'on aime. Bien, pour ce qui concerne toutes les structures, en 6 mois, bon, ou un an, bon, voilà, on verra. Pour ce qui concerne toutes les structures existantes, elles doivent évidemment être réformées, à commencer par l'OTE, l'Office des Tunisiens de l'étranger. Elle peut être supprimée, elle peut être réformée, bon, bref, elle doit fonctionner différemment aujourd'hui. Moi, pendant cette semaine, je suis allé voir, bon, c'est la première vraie semaine que je peux passer ici, puisque les autres ont été prévenus, et tous souvent prévus au dernier moment, problème d'organisation, ça va beaucoup mieux maintenant. Là, j'ai pu prévoir des réunions publiques, des débats, et j'ai pu rencontrer le consul de Pantin et le vice-consul de Paris, puisque le consul de Paris n'était pas là, pour prendre le pouls de la situation et voir comment on pouvait améliorer les services, comment pour voir le ressenti des citoyens, le ressenti du personnel, et ce qu'on pouvait faire notamment pour, on a parlé des associations tout à l'heure, pour donner aux associations tunisiennes, nombreuses sont celles qui sont créées après la Révolution, la possibilité de travailler, de mener leur travail en étant connus des citoyens. C'est-à-dire par exemple créer une base de données que tous les citoyens tunisiens pourraient consulter. Faire en sorte que les associations qui travaillent dans le domaine de la solidarité dont elle a besoin n'aient aucun problème sur tout le chemin qu'elles parcourent, du point de départ au point d'arrivée. Je prends des exemples. Des associations qui collectent des ordinateurs, du matériel médical, des denrées alimentaires, des habits, etc., qui veulent les envoyer en Tunisie. Toute la question du transport, toute la question de l'acheminement, c'est la mission du consulat d'assurer ça, de prendre contact avec des professionnels pour y arriver au moindre coût. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le sujet est vaste. Mais en tout cas, bon, c'est des sujets qu'on aborde aujourd'hui. On profite de cette semaine qu'on passe ici, à Tunis. On a des réunions régulières avec le secrétaire d'État à l'immigration, qui réunit les députés de l'étranger pour nous faire part de ces projets et prendre nos avis. Donc là aussi, on a aussi la possibilité d'être actif et d'être à l'initiative. C'est-à-dire, en parenthèse, le ministère des Affaires sociales dont tu parlais est un grand ministère, je vais dire. C'est un ministère qui s'occupe du social et pas seulement, bon, j'ai l'impression que d'être un ministère poubelle, mais c'est pas ça. Bien au contraire. Non, le ministère des Affaires sociales. Tu dis qu'on était sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Oui, voilà. Donc, petite parenthèse. C'est rien du tout, je ne vais pas polémiquer sur ce point. Sur ce qui concerne les autres points, sur ce qui concerne les autres points qui ont été abordés, la question de l'emploi. La question de l'emploi, toute la question de la cherté de la vie, c'est la question essentielle aujourd'hui. Alors, inutile de vous dire, aujourd'hui, le budget qui a été présenté, la loi de finances qui a été présentée, la loi de finances rectificative qui va être présentée là incessamment, ça sera une loi de finances de rigueur. Voilà, on ne va pas distribuer du pain et des roses et de bonheur pour tous à tout le monde aujourd'hui. La situation est très difficile, tout le monde le sait, et il faudra définir des priorités. C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'emploi est prioritaire par rapport à celui qui a un emploi, et celui qui a un emploi mal payé, difficile, est prioritaire par rapport à celui qui a un emploi correct. La priorité aujourd'hui, vous connaissez la situation, on se bat pour garder les emplois existants. C'est ça la situation en Tunisie aujourd'hui. On se bat dans l'industrie, on se bat dans le tourisme aujourd'hui. Si la saison touristique ne repart pas sur des rails, regardez le nombre d'emplois qui seront menacés. Les emplois directs et indirects dans le tourisme. On se bat pour garder ces emplois. Là, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important d'essayer de faire revenir la confiance, parce que tout est là. Aujourd'hui, quand on discute avec des gens, je prends l'exemple du tourisme, discutez tous avec vos amis français qui vous disent « Est-ce qu'on peut aller en Tunisie en ce moment ?» Il faut leur dire oui, la situation sécuritaire s'est améliorée, même s'il y a encore des problèmes. On n'est plus à la situation de l'après-révolution, mais ce n'est pas l'image qui ressort. Effectivement, quand on voit ce qui se passe à la Malno et qu'on voit que ça retranscrit dans les médias, ce n'est pas la réalité de la Tunisie, c'est une petite partie de la réalité, et il faut lutter contre ça pour faire revenir la confiance. Il faut de la fermeté absolue. Là, moi je vois qu'il y a dans le monde de cette semaine, dès mercredi, il y a une interview de Ali Laret, le ministre de l'Intérieur, qui allait dans le sens d'une fermeté totale vis-à-vis de ces groupes salafistes. C'est bien, c'est des paroles, maintenant il faut les traduire en actes. Concernant l'arrestation des auteurs de troubles, là effectivement, bon, pour prendre cet exemple-là, la police n'a pas une baguette magique. Aujourd'hui, si on veut appliquer d'autres méthodes, qui ne soient pas les anciennes méthodes de la police, les gens avouent moins facilement, ils sont attrapés moins facilement. Mais on n'a pas affaire à des enfants de cœur, on n'a pas affaire à des gens qui travaillent sans réseau, qui sont des individus isolés. Ils ont des réseaux, ils savent très bien ce qu'ils vont faire, ils savent très bien où se cacher. Il y a eu des suspects qui ont été appréhendés, mais qui n'ont pas pu être identifiés. Ils ont dû être relâchés, parce qu'on n'a pas pu les identifier comme étant les fauteurs de troubles, certaines choses. Bon là, effectivement, moi je vous dirais, je préfère un coupable en liberté qu'un innocent en prison. C'est aussi ma conviction là-dessus. On n'a pas...